Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu veux commencer en nous parlant de logement. Oui. Ça va être encore un thème de l'année 2025. Ah, clairement. Je pense qu'on peut dire ça avec certitude. Oui, tout à fait. Écoute, hier, j'en parlais dans mon émission, on parlait de toutes sortes de sujets avec les auditeurs, puis quand je leur demandais, c'était quoi? Qu'est-ce que vous attendez de votre gouvernement? Parce que là, évidemment, bon, fédéral, on le sait, il y a des élections qui s'en viennent. On nous rabâche la classe moyenne chaque fois qu'il y en a, d'ailleurs, la classe moyenne forte. Je t'en parlais hier avec Trudeau, qui l'a beaucoup dit, qui l'a redit lundi en annonçant sa démission. Tous les politiciens le font. Pierre Poilievre aussi, Monsieur Gros Bon Sang, porte-parole de la classe moyenne aussi. Préparez-vous, c'est ça qu'on va entendre. Là. Les politiciens là, qui se veulent des porte-paroles autoproclamés de la classe moyenne, alors que cette même classe moyenne rame dans le jello de plus en plus. Et les gens me disaient... La priorité, c'est le logement pour nous. Le logement. Et raison de plus parce que en décembre dernier, tu sais que la loi du tribunal du logement, la loi prévoit que le propriétaire d'un logement a jusqu'au 31 décembre de l'année pour annoncer une reprise de possession pour ses proches, pour ses enfants, pour son père, ta mère, tu as le droit de reprendre. C'est 6 mois d'avance. Donc, pour le 1er juillet, il faut que tu avertisses au 31 décembre. Exactement. Sinon, si c'est passé, il faut que tu attendes une année. Puis ça peut pas être pour n'importe quelle raison. Tu peux pas reprendre possession parce que ton ami vient de déménager, puis là, tu voudrais bien l'aider. Ce que je comprends, c'est qu'il y a des gens qui vont se dire, bon, ben, je reprends le logement, ma vieille mère va venir vivre dedans. Mais finalement, la vieille mère, elle vit là 2-3 jours, puis elle aime pas le logement, puis elle vit jamais là. Voilà. Là, tu le rénoves un peu, puis tu le reloues beaucoup plus cher. Sauf que, et ça, on en voit, et ça, on appelle ça... Ou alors, on va faire les fameuses rénovictions. Là. C'est-à-dire, on reprend possession pour un proche, on procède à des rénovations pseudo, là, faut que ça soit plus que de la peinture puis un petit changement de comptoir, faut vraiment que ça soit important. Et là, ben, on augmente, on double, pour pas dire tripler dans certains coins comme Montréal, le loyer. Toutefois, il y a aujourd'hui quand même plus de protection pour les locataires. Aujourd'hui, quelqu'un qui peut prouver dans les 3 ans de son éviction que ça a été une rénoviction, que ça a été une reprise un faux prétexte pour évincer quelqu'un du logement, il peut avoir des recours. Et il y a eu des cas au TAL. Cet automne, il y a eu des compensations, des milliers de dollars versés à des gens. Il y a des gens qui ont eu plusieurs milliers de dollars. Et moi, tu vois, on me racontait des histoires hier, parce que je vais en parler justement ce matin à mon émission, puis on a des témoignages de gens qui vont nous raconter ça. Aussi, il y a des chicanes. Tu sais, des fois, les rapports propriétaires-locataires, c'est jamais des rapports faciles. Mais moi, ce que je vois, c'est que il y a des gens qui m'ont dit, ben moi, j'ai reçu la lettre, qu'est-ce que je fais là? Parce que je sais bien que mon propriétaire, dans le fond, c'est une façon de reprendre le logement pour le louer plus cher. Quels sont mes droits? Alors, évidemment, il y en a des droits aujourd'hui, il y en avait peut-être moins à l'époque, mais tout ça pour dire que c'est difficile, parce qu'aujourd'hui, si tu te fais évincer, là, pour toutes sortes de raisons, même s'il faut que tu te bats, il faut que tu trouves un logement d'abord. Première affaire, si tu perds ton logement, il faut que tu t'en trouves un autre. Et, ça, à quel coût? À quel prix? Écoute, les loyers dans certaines régions du Québec, c'est hors de la portée des gens. Ouais, c'est que souvent que les gens qui sont depuis longtemps dans le même logement payent un prix anormalement bas. Donc, ils ont anormalement bas par rapport au marché d'aujourd'hui, donc, c'est sûr. Ils se sont fait un budget en disant, bon, ben moi, mon logement coûte tant. Mais là... Si tu perds ton logement, ton budget, il ne tient plus la route. Ça tient plus la route. Tu coupes des centaines de dollars dans les autres rubriques de ton budget, ce qui n'est peut-être pas faisable, mais pour faire de la place une chambre pour le à coucher à Montréal, là, une chambre à coucher ordinaire, là, pas forcément très grand, là, un 650 pieds carrés, c'est 1500 $. Écoute, c'est énorme. Et il y a des gens qui me disaient hier, ben moi, entre le logement puis la nourriture, je suis plus capable d'avoir d'autres... J'arrive plus. Là, t'as pas payé ta voiture. Toutes tes dépenses, on sait que les dépenses de santé, maintenant, c'est un nouveau poste budgétaire qu'il faut mettre. Là. Alors, c'est excessivement difficile pour les gens. Là. Tu veux me parler de ce bébé abandonné à Trois-Rivières. Ça fait sursauter beaucoup de gens. Tu as été enceinte. Oui.
Est-ce qu'on peut pas s'en rendre compte? Oui, je suis mère de 2 enfants. Ben là, c'est pour ça que je te dis, mais c'est parce que moi, je l'ai pas. Non, c'est ce que je veux dire. Comment on peut moi, nier? je ne l'ai pas été enceinte. Et comment on peut pas s'en rendre compte? Et comment une personne qui a accouché, là, reçoit l'histoire d'une autre qui dit, ben moi, je savais pas que j'étais enceinte? Oui, d'abord, avant qu'on sache que cette mère-là ne savait pas qu'elle était enceinte, juste le fait pour moi, ce qui m'a terriblement, tout de suite, là, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, mon Dieu, quelle détresse, quelle tristesse infinie. Une femme qui doit accoucher dans la rue, puis qui, en plus, n'a pas d'autre issue. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour cette femme-là. Et je la juge vraiment pas. Non, mais si c'était présenté à la porte de l'hôpital, on l'aurait accueilli pour l'accouchement. Oui, mais là, c'est là où, quand tu es dans la rue, Mario, c'est une autre façon de penser. C'est une autre perspective. T'es pas dans la réalité t'es pas dans le racité. Toi, t'es un être rationnel. Moi aussi. Mais si on était dans la rue, on perdrait une grande partie de notre rationalité, je pense. Je le dis chaque fois que je parle d'itinérance, puis qu'il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais tu sais, ils ont juste à travailler, puis c'est tout du monde intoxiqué, qui boivent, qui se shootent, puis qui sniffent de la colle. » Moi, si j'étais dans la rue, je ferais ça aussi, parce que c'est la place la plus inconfortable sur la planète. Imagine, en ce moment, là, il fait moins 10, ressenti moins 21 millions de degrés de fret. Comment quelqu'un peut être dehors? Évidemment, il y a des gens qui disent on la connaissait, cette dame, elle a des services, c'est pas. Elle était connue en itinérance des services de Trois-Rivières. Et semble-t-il qu'elle allait à certains rendez-vous, qu'elle était quand même un peu à son affaire. C'est juste qu'elle vit dans la rue et sans domicile fixe. De ce que je comprends, elle allait quand même. Et là, elle se rendait pas compte qu'elle était. Bon, ça veut dire qu'elle a eu aussi, pour avoir tu fais pas un enfant tout seul, là. Donc, ça veut dire que dans quel cas ça a été fait. Il y a énormément d'agressions sexuelles des femmes, des itinérantes. Moi, j'ai parlé à plusieurs au fil des ans. Les agressions sexuelles, c'est terrible, là. Elles se font... La première affaire qui t'arrive, là, c'est que tu te fais voler, puis tu te fais violer si tu es une femme. Alors, c'est terrible. Moi, j'espère que cette femme-là va avoir toute l'aide nécessaire. Là, évidemment, bon, on va essayer de voir est-ce qu'elle était en pleine possession de ses moyens. Il semble qu'il y ait des témoins qui disent qu'elle était très, très, très intoxiquée. C'est sûr que tu fais pas ça. Tu laisses pas un bébé qui vient de naître dans la rue en pleine conscience, là. Moi, je pense qu'il n'y a aucune mère qui fait ça. Tu le fais parce que tu as l'impression que tu n'as pas d'autre choix. Qu'est-ce que la justice va faire avec ça? Après, la couronne laisse s'entendre que d'autres accusations pourraient tomber. Oui, bon, c'est pas la meilleure affaire à faire. Moi, je pense que c'est une femme qui a besoin d'aide. C'est sûr que, bon, elle vient de commettre un acte criminel. Là, tu peux pas laisser... Une irresponsabilité. C'est clairement. Mais tu sais, là, tu penses à ce bébé. Moi, là, j'ai eu une pensée pour la mère, puis j'ai eu une pensée pour l'enfant tout de suite après, parce que, sincèrement, cet enfant-là, tu sais, on parle beaucoup de la blessure d'abandon qui suit pendant tout l'âge adulte. Puis je suis sûre qu'en disant ça, il y a plein de gens qui nous écoutent puis qui disent « Oh mon Dieu! » Oui. Même des fois, quand tu as tes parents, le fait de pas avoir des parents qui t'ont assez dit qu'ils t'aimaient, ça peut créer des blessures d'abandon, tu sais, d'avoir l'impression de ne pas avoir été aimé. Ça, mais quand tu sais que ta mère t'a abandonné dans la rue, dans le froid. Ce bébé, d'ailleurs, hier, était pas en forme là, à l'hôpital. Il était à l'hôpital Sainte-Justine, puis il était en état quand même assez... écoute, l'hypothermie, mais il semble qu'il y a des gens qui l'aient vu, qui l'aient pris tout de suite, mais c'est un enfant qui va sans doute... écoute, sincèrement, un autre cas de DPJ qui s'en vient, là, c'est ça. Ouais, à suivre. Merci Isabelle. Merci.